Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Aujourd'hui, je m'attaque sur un DVD indépendant, bien sûr, et ce ne sera pas directement la Ring of Honor, vu comment la Ring of Honor, je m'attaquerai dès que j'aurai fini ce tout petit lot de, je vais vous citer le nom de la fédération auquel j'ai beaucoup cité de fois sur ma chaîne, la Dragon Gate Pro Wrestling USA, donc des États-Unis d'Amérique, auquel dans ce petit lot je vais m'y attaquer. Et du coup, un coup que j'aurai terminé tous les Dragon Gate, je m'attaquerai du côté de Ring of Honor. Et par la suite, il y en aura, on va dire, plus de reviews sur les DVD jusqu'à ce qu'on va dire, il y aurait du changement. Vu comment je vous l'ai dit la dernière fois, que vu comment je n'aurais plus beaucoup de place et que j'aurais vraiment du mal à quasiment, on va dire, tout acheter en sachant que j'ai plus de place. Donc j'ai pas les bonnes explications requises, mais si ce n'est que voilà, vous l'avez l'explication, je sais pas dire autrement. Mais bon, et voilà. Donc sans trop, on va dire, me fatiguer et vous faire fatiguer, je vous montre ce DVD. De toute façon, si vous avez cliqué sur la description et la miniature, vous savez ce qui en, ce qui va arriver par la suite. Donc Dragon Gate Pro Wrestling USA Uprising. C'est un petit pochette de 2 DVD. Donc on voit la première, les deuxièmes avec les photos, et quasiment les photos qui est stylé. Et là, on a la liste des matchs. Alors, ce show a eu lieu le 8 mai 2010 lors de Mississauga. Je pense que ça s'est déroulé à, à Toronto, Ontario, du côté du Canada, je pense. International Center. Ouais, on va dire ça entre les guillemets. Alors, je me suis pas attaqué au premier DVD, je me suis attaqué au deuxième DVD, donc le bonus. Il y a un match qui n'est pas présent dans ce DVD. Il y a vraiment un match qui n'est pas présent, c'est un du pré-show, parce qu'en fait, il y en a deux matchs du pré-show, et dont un qui ne figure pas dedans. Donc tout d'abord, celui-là, ce sont les promos, promo shoot, enfin spot quoi. Et même en highlight, il y a eu ça aussi. Et il y a un match auquel j'ai capturé dans ce petit highlight qui a duré un bon petit moment. C'était le match entre Dragon Kid contre Masato Yoshino, qui s'est déroulé dans les alentours bah, entre 2009 ou 2000 ou même 2010 encore. Lors de ce petit match auquel ils nous ont fait une bonne démonstration de lucha puroresu et auquel c'était, on va dire, très vif, très dynamique, et que même si il n'y a pas, on va dire, de réelle victoire concrète, à part que j'ai su, on va dire, de qui ça peut être, vu comment, on va dire, je suis un tout petit peu fou, je mets victoire Dragon Kid face à Masato Yoshino, et sans plus, sans rien, quoi. Donc je lui mets un 3,40 direct. Voilà tout, voilà tout. Ensuite, ça c'est pour après que j'ai tout cité, mais je vais passer par celui-là. Donc, celui-là, il s'est déroulé à la FIP, donc Full Impact Pro Wrestling, lors des alentours de 2006, le 10 du 13 2006 plus précisément, à Brooksville, en Floride. En Floride. Et qui compose Shingo Takagi contre Matt Sydal. Tout ce que je sais, c'est que Shingo Takagi était dans le coin de Bryan Danielson et d'autres catcheurs de la FIPW. Donc, ils étaient, on va dire, entre autres, programmés allez, comment je pourrais le dire plus précisément, pour atomiser Matt Sydal.
pour le rendre infaillible à ses suggestions. Mais ça, c'était à l'époque en 2006. Hein. Donc ça, c'était à la bonne vieille époque. Et auquel c'était très brutal. Et concernant Matt Sydal, vu comment ça colle parfaitement à son style aérien, vu comment j'ai rien d'autre à dire, c'est du Matt Sydal dans le texte, quand il s'agit de Voltige. Et quand il s'agit de Shingo Takagi, c'est de Shingo de manière Puresu style. Donc Shingo Puresu. Avec un peu de fighting spirit en lui. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Même si Shingo était persuadé qu'il pouvait le battre à tout prix pour faire honneur à Danielson, finalement ça s'est un peu retourné contre lui, vu comment Sydal, rusé, petit gueudon, arrive à surprendre Shingo en utilisant ses prouesses athlétiques et en utilisant son fameux Air Sydal ou Shooting Star Press ou autre prise dans son arsenal auquel il arrive à mettre à la manque Shingo. Et je pense que c'est lui qui bat Shingo Takagi, qui est exactement le cas. Donc ce match-là, c'est un 3,60. Et je passe à la suite, vraiment encore à la suite. Donc là, on a Susumu Yokosuka contre Austin Harris, et qui s'est déroulé le 7 du 12 2006 à Wrestle Jam à Tokyo, au Japon. Un match très dynamique et surtout très stiff, parce que quand il y a Austin Harris et un catcheur japonais au nom de Susumu Yokosuka, on s'attend à tout ce qui peut, on va dire, leur convenir dans un match. Donc la brutalité, la technique, la psychologie, et après le reste, ça ne regarde que eux. Mais ils avaient bien fait réagir la foule, c'est ce que je sais, et auquel, malgré les petites notions de nocelle, il y en a qui scellent très très bien les coups, quitte à, on va dire, avoir des pecs en lambeaux, et surtout le corps en compote, parce que j'imagine qu'en subissant des prises très rapides et brutales, ça doit pas être évident à se relever au quotidien des prises pareilles, en sachant qu'il y en a qui savent pas retenir leur coup, d'autres qui savent retenir leur coup, mais ils font juste ça pour le plaisir. Concernant le match, alors Harris était persuadé qu'il était prêt à tout pour en venir à bout de Susumu Yokosuka, mais Yokosuka m'a fait un peu douter. J'ai cru que en se faisant ratatiner par Austin Harris, ce serait vite fait réglé. Finalement, non. Il lui a mis pas mal de fil à retordre pour celui qu'on le surnomme Harris. Qu'on le surnomme Harris. Celui qui est méga fan de lui-même. Celui qui est un peu prétentieux sous les bords. Mais et aussi, on le surnomme un peu en verlan, le bélier, Austin le bélier. Mais bref, De toute façon, c'est victoire de Susumu Yokosuka, car il arrive à en venir à bout de Austin Harris avec un rolling turning clothesline, je pense que c'est ça. Mais il avait séché pour obtenir la victoire. Hein. Donc c'est un 3,70 ou 70 pour ceux qui préfèrent. Donc voilà donc. Et là enfin, le tout petit, entre guillemets les derniers, du match qui ne font pas partie de ce show, c'est un match entre Shingo Takagi et Yamato contre Masaki Mochizuki et Katsuhiko Nakajima, qui s'est déroulé le 8 du 26 2009 à Summer Adventure Tag League 3 à Tokyo, au Japon, lors de Dragon Gate Japan Pro Wrestling. Là, c'est quasiment Japan et pas USA, et encore moins UK. Un match par équipe aussi qui a été très très dynamité, vu comment
On a eu des échanges rapides, des grosses prises sur grosses prises. Et que demande de plus? Ben, je pense que il faudrait vraiment le voir pour donner son avis. En tout cas, si vous avez de la chance de voir ces DVD-là, ben, sachez que pour certains, c'est une valeur sûre. Et ceux qui sont peut-être pas fans, ben, c'est dommage pour vous. Mais au moins, là, je ne dis pas que de la négativité, hein. J'essaye de donner à fond mon avis juste sur ce que je vois. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce match-là, ben, il était pas mal, vraiment pas mal. Et qu'à la fin, après toutes les longues heures à contrer les offenses, à peut-être tenter les prises de trop pour obtenir la victoire, c'est finalement Shingo Takagi et Yamato qui arrivent à battre. Attendez, si j'ai pas de conneries, qui arrivent à battre ben, Masaki Mochizuki et Katsuhiko Nakajima. Donc voilà, c'est un 3,70 aussi, donc je le mets au même titre. Et même après le match, ils sont même un tout petit peu battus. Voilà, ils n'avaient pas digéré la petite défaite, mais bon. Donc, donc ce côté-là, j'en ai terminé. Maintenant, je passe au match auquel il n'a pas été mis dans le pré-show, pardonnez-moi. J'ai plus l'habitude de dire kick-off, mais non. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je crois que je l'ai trouvé. Un match par équipe entre Chris Chamber et Michael Elgin contre Kenneth, Kenneth Kenneth Chris, je crois que il s'appelle comme ça. Bref, on s'en fout. Et Mike Rollins. Alors, de Seth Rollins à Mike Rollins, je préfère quand même Seth Rollins, vu comment on sait que Seth Rollins est plus populaire que Mike Rollins. C'est un peu comme avec Roman Reigns. Il y en a un à l'époque qui s'appelait Luther Reigns, et finalement, ben, c'est Roman qui est plus connu que Luther Reigns. Donc voilà, Roman Reigns est plus connu que ce gars-là, et c'est pareil pour Seth Rollins. Le match là, je l'ai pas vu. Honnêtement, je l'ai pas vu. C'est juste que j'ai été sur le forum Cage Match pour essayer de me renseigner tout sur ce show, pour le citer d'une traite. Eh ben, c'est un 3,20. Et que c'est victoire de Chris Chamber et Michael Elgin. Parce que c'est un peu logique. Pour moi, en tout cas, c'est un peu logique. Surtout en connaissant un petit peu Michael Elgin. Donc, il y a de quoi aussi. Voilà. Ensuite, ben, le deuxième match du pré-show, c'est un match auquel c'est à 8 personnes, si je me trompe pas. Et dans les 8 personnes, il y a à chaque 2 minutes un compte à rebours qui est déclenché et que celui qui fait son entrée est incrusté dans le match. Au début, ça a commencé avec Kyle O'Reilly et je sais pas si c'était Extremo ou Chiche. J'en ai aucune idée de qui ça peut être qui a débuté les premiers. Mais tout ce que je sais, c'est Kyle O'Reilly qui a commencé la rencontre. Et après, il y a d'autres qui sont arrivés. Donc, si je veux, je peux citer les noms au pif. Donc, j'ai cité Chiche, Claudie, Brody Lee, Extremo, euh, oui, Extremo, Brent B, Anthony Fiasco et Phil Atlas. Voilà, il n'y a que cela. Il n'y a que cela de noms à citer. Et que je vais vous dire le nom du vainqueur direct, parce que ce n'est pas la plupart des personnes auxquelles j'ai cité, sauf un, et que la victoire revienne à Brody Lee. Parce qu'après, quand la plupart se sont fait auto-éliminer, ben, ça sera Brody Lee qui va faire le ménage sur le ring en, en utilisant ben, toute sa force physique, notamment son Tornado Clothesline et d'autres prises dans son arsenal qu'il avait à l'époque, auquel il en arrive à venir à bout. Et ben voilà, voilà tout le résumé, si ce n'est que c'est victoire de Brody Lee, et c'est un 3,50. Voilà donc je pense que c'est terminé pour le pré-show. Maintenant, du côté de la carte principale, eh ben, ça va monter jusqu'ici, quasiment jusqu'ici.
Donc, le premier match, on a Masaki Mochizuki contre Akira Tozawa. Un match très fun à regarder, surtout en connaissant Akira Tozawa qui catchait entre le Japon, euh, Angleterre et plus en Amérique. On se dit que c'est vrai qu'il en a fait du chemin pour être ce qu'il est devenu maintenant aujourd'hui. Même si aujourd'hui c'est un peu une petite blague, mais on n'ignore pas à quel point c'est un catcheur extraordinaire. Donc Akira Tozawa, c'est vrai que c'est un catcheur extraordinaire, malgré le côté humour auquel il l'aborde. Et en ce moment, c'est vrai que ça commence à devenir intéressant dans la faction Alpha Academy, donc dirigée par Chad Gable, avec Otis, Maxime Dupri et Akira Tozawa justement, auquel maintenant Chad Gable devient très tyrannique. Il n'a plus d'empathie pour qui que ce soit d'autre. Il devient comme un coach très très sévère et qu'il veut qu'on obtient les victoires sans trop faire les gigolos. Et il veut qu'on fasse ça. Et pourtant, si jamais on le déçoit, on risquerait une lourde, très très lourde conséquence. Ça, c'est un peu le Chad Gable auquel on commence à l'apprécier, même si on adore le détester, vu comment il a un côté Kurt Angle, Chad Gable. Ça, je pense l'avoir dit il y a quelques fois où je l'avais cité son nom, et qu'on dirait, oui, Kurt Angle, mais façon bis. Et que selon moi, si jamais il se sépare de la Alpha Academy, donc de Maxime Dupri, de Akira Tozawa et de Otis, il va peut-être se rapprocher des Creed Brothers et il va peut-être faire un peu à la manière de Kurt Angle, faire un Team Angle bis. Si ça aurait été Chad Gable, ce serait Team Gables. Je pense que j'ai spoilé le titre, mais de toute façon, ça irait si jamais ça arriverait un jour. Vu comment, vu comment il y a de quoi faire, hein, il y a vraiment de quoi faire, même si on ne sait pas trop où ça peut arriver. Vaut mieux qu'on soit patient et qu'on faut mieux regarder quand ça arrivera. Je peux pas en dire de plus. Mais bon, concernant le match, très brutal, très stiff, et à la fin, peut-être qu'on s'attendait à une victoire de Tozawa, mais c'est victoire de Masaki Mochizuki. Donc c'est un 3,5 direct. Directos. Et là, maintenant, encore un match suivant. Gren Akuma contre Jason Dux. Ouais, bon petit match qui n'a même pas duré très longtemps. Et que, désolé si je dois la faire court, mais c'est victoire de Gren Akuma qui bat direct Jason Dux. Donc c'est un 3,20. Et là, un match qui est un match sans disqualification. Jon Moxley contre Jimmy Jacobs. Donc oui, pour ceux qui ne le savaient pas, ou alors ceux qui m'ont beaucoup écouté à travers les reviews où je faisais les DVD, vous saviez que Jon Moxley est catché à la Dragon Gate Pro Wrestling USA, et auquel il a été champion du monde de cette structure avant de se tourner du côté de la WWE. Donc ça, je le cite pour ceux qui ne le savaient pas, et que son domaine, c'était le hardcore, même si le hardcore c'est un peu trop extrême à certains goûts précis. Bon après, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas, chacun ses goûts en termes de match de catch auquel il regarde. On peut pas trop juger, parce que juger ça devient un peu une calamité à force de trop citer. Et que il y a eu pas mal de trucs, hein, notamment des combats à l'extérieur. Et il y a même une manageuse de Moxley qui a tenté à plusieurs reprises d'intervenir, auquel elle va effectuer. Malheureusement, je ne connais pas les noms, vu comment il n'y a pas marqué les guest managers. Donc il n'y est pas marqué, mais tant pis vraiment. Vu comment ça s'est un peu parti en brawl, c'est tout ce que je sais. Et que de temps en temps, Moxley prenait l'avantage dans le match, de temps en temps, c'est Jacobs aussi.
et qu'il y a eu pas mal d'échanges, surtout en termes d'armes. Je pense que c'est Moxley qui va utiliser un genre de pince en métal qui va, on va dire, lui pincer le nez, après bah, le pincer directement la bouche pour, pour je sais pas, pour encore plus lui élargir les joues pour lui faire un sourire, ou alors le ciseler un sourire à la manière du Joker. Peut-être, tout peut arriver dans un match pareil, hein. Tout peut arriver. Mais sinon, je pense qu'il faut que je me rappelle du climax, vu comment le climax, ben, il y a eu intervention ben, des gars auxquels Moxley était entre guillemets complice. À un premier temps, la manageuse de John Moxley va se manger un spear de la part de Jacobs. Et par la suite, quand Jimmy Jacobs était prêt à faire son fil à couper le beurre et qu'il avait la victoire au bout des ongles, il se fait atomiser par Shingo Takagi et par... Je sais pas si... s'ils ont catché... Enfin si. Euh, allez. Yamato. Donc il avait... ils avaient attaqué directement Jimmy Jacobs, et du coup ça permet à John Moxley de remporter la victoire. Même s'il n'y avait pas de titre en jeu, de toute façon rien n'était en jeu, juste un match où il n'y avait pas de disqualification, tout est libre, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est tout ce que je sais, John Moxley obtient la victoire en battant Jacobs. Et après on en profite pour taper encore plus Jimmy Jacobs. Donc un véritable guet-apens auquel ça se termine très courtement. Donc voilà, ce match-là, c'est un 3,70 que je préfère le mettre. Oui, je sais, c'est un peu quasiment similaire des matchs auxquels ils ne sont pas présents dans le show, mais en bonus, ils nous ont laissé en bonus. Donc c'est un peu le même tarif. Et là, par la suite, je continue. Encore un match par équipe entre The World One, donc équipe composée de Pac et de Naruki Doyle, contre The Shikara Segikun. Shikara Segikun. Donc équipe composée de Mike Quackenbush et de Jinger, qui est Jingso. Ouais, donc Jinger, Jingso, peu importe. De toute façon, on va que l'appeler Jingso. Si je veux, je peux citer les deux en même temps. Mais pour moi, Jingso, ça me suffit largement. Mais bon, un match très dynamique, et bien sûr, quand c'est Pac, c'est que de la voltige. Hein, que de la voltige auquel on est impressionné en voyant faire des acrobaties aériennes d'une manière impressionnante. Car Pac, c'est vrai qu'il a vraiment des propulseurs dans les jambes. Il a vraiment quelque chose auquel il a un don. Faut dire, il a vraiment un don de la gravité auquel c'est inégalé que par rapport aux autres. Mais c'était impressionnant, terriblement impressionnant. Il y a eu beaucoup de spots, mais à la fin, c'est victoire de The World One. Et je pense que ça va être... je sais pas si c'est Pac ou Naruki Doyle auquel ils vont réussir à obtenir la victoire. Pourtant, je l'ai vu il y a pas longtemps, à l'heure où je tourne la vidéo. Mais on va dire c'est victoire de World One, et voilà quoi. De toute façon, c'est victoire de eux. Et que c'est un 3,81, vu comment il m'a bien plu. Bien plu, excusez-moi. J'ai un peu du mal à articuler, mais c'est pas grave, ça va y venir. Et on repoursuit encore, parce que par la suite, ils vont se faire attaquer par l'équipe de The Kamikaze USA. Donc, Quackenbush et Jingso se font attaquer par eux. Donc là où il y avait Shingo, Yamato, et peut-être qu'il y avait... Il y avait... allez, qui encore je sais plus, j'ai oublié les noms. Malheureusement, j'ai oublié les noms, mais c'est pas grave. De toute façon, il y avait juste ce petit segment auquel ça arrivait. Mais voilà tout. Mais bon, The Kamikaze USA, donc Shingo Takagi et Yamato, contre The Warrior, donc l'équipe composée de Shima et de Dragon Kid,
auquel il y a eu du lourd, vraiment du lourd, du lourd. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est victoire de Kamikaze, vu comment ils ont été intraitables, même après de nombreuses minutes à se manger des gros coups, des gros bumps, de manière incroyable et inimaginable. Que demander de mieux, que demander de plus? Bah, juste ça, quoi. Et du coup, j'ai pas tous les bons arguments pour tout citer, si ce n'est que, voilà, victoire de The Kamikaze USA. Donc c'est un 3,90 ou 90 si vous préférez. Voilà tout. Et maintenant, enfin, le main event pour le titre Open the Freedom Gate Title Match. Donc c'est pour le titre mondial de cette fédération. Donc Baby Hulk contre Masato Yoshino. Gros match, vraiment un gros match. Il s'est passé énormément de tout dans ce genre d'affrontement. Beaucoup de trucs auxquels je voulais citer, mais je préfère la faire court. Je préfère la faire court vu comment les deux se sont vraiment donné du meilleur d'eux-mêmes et que ils ont volé un peu entre autres le show et que c'est pas pour rien que ce match est dans le main event et que ce soit du Masato Yoshino qui tentait ses prises fétiches pour parvenir à bout de Baby Hulk. Baby Hulk aussi a des facultés de résistance hors du commun. Comme la plupart des Japonais, ok, il faut vraiment le voir pour le comprendre. Mais à la fin, vraiment à la fin, c'est Baby Hulk qui arrive à bout de Masato Yoshino et qui conserve son titre. Je pense qu'il le conserve et qu'il le bat avec un genre de Michinoku Driver propre à lui. Parce que chacun a un style en termes de Michinoku Driver auquel on peut facilement personnaliser à sa sauce. Et attendez, je vais vite revenir. Donc voilà, je repoursuis parce que non seulement je devais faire mes petits besoins, mais un petit peu tousser en même temps. Vu comment je disais, c'était victoire de Baby Hulk et que ça s'est, on va dire, très bien passé au début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jon Moxley décide de défier Baby Hulk pour son titre. Et après, il y a des gars de Kamikaze qui arrivent pour venir le reste du match. Et il y a un match auquel j'ai oublié de citer, maintenant je me rends compte, c'est le match entre Rip Impact et Johnny Wave. Alors celui-là, je l'ai pas vu des yeux, je vais vous le dire parce que j'avais les yeux sur ma feuille et pas sur la jaquette. Ouais, tant pis, je vais le vite citer. C'est Rip Impact qui bat Johnny Wave. Voilà tout. Donc ce match-là, 3,10. Et concernant le main event auquel je voulais citer, il y a eu des interventions. Après, on a même aussi Shima qui fait la save. Donc l'équipe de Shima qui sauve Baby Hulk. Et auquel, à la fin, il conclut avec une promo. Et que ça se termine ainsi. Donc voilà tout. Alors celui-là, c'est vrai que je l'ai oublié de citer. C'est quand même incroyable auquel je l'ai pas vu de base avant de filmer. Hein. Et pourtant vous le voyez, hein, mais moi j'avais les yeux ailleurs. Hein, je peux vous le garantir. C'était un truc qui n'était pas prévu pour moi. Mais ce n'est rien. Ce n'est vraiment rien. Ce n'est vraiment rien. Donc voilà tout. Pour ce match-là, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le dis tout de même. C'est un 4,10 et quant à moi, je conclus. Alors, les matchs, les bonus et l'ensemble, c'est un 4,20 aussi. Donc voilà tout. Je pense que j'ai assez trop dit et vous avez au moins écouté tout ce que je voulais en venir. Après des jours sans faire de vidéo et sans faire de photos Instagram, parce que même que j'avais fait une photo Instagram auquel il y avait les jeux auxquels j'ai pas su montrer parce que j'avais pas le temps à tout les sortir et à tous vous les montrer. Mais voilà donc, voilà donc. Et maintenant, je pense que je vais directement conclure pour de bon. Donc voilà tout. Donc c'est bon pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que
ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. A plus.